Jérémy Marquis, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté cette invitation. avec plaisir. Alors tout d'abord, comme le veut la tradition, Jérémy Marquis, qui êtes-vous? Eh bien écoutez, je me suis lancé sur TikTok il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. Ce qui m'a motivé à me lancer sur TikTok, au départ et uniquement sur ce réseau social, c'est que j'avais constaté que sur cette plateforme, il y avait énormément de vidéos et de propagande de gauche, disons-le clairement, et qu'il n'y avait pas assez de contenu qui relatait, on va dire, la réalité des faits et de l'actualité de ce qui se passait dans notre pays et plus généralement, en Occident, en Europe. Et donc je me suis dit qu'il manquait cette information-là. Il manquait en fait un compte, un média, peu importe, qui allait relater cette information dans des vidéos courtes sur TikTok. Donc au départ, je me suis lancé là-dessus sans réellement prendre position. C'était simplement pour voilà dire il s'est passé ça, mais en étant neutre, on va dire, dans le traitement de l'information. Et puis progressivement, étant donné que les vidéos marchaient, j'ai commencé à donner de plus en plus mon avis, on va dire, puis finalement à me filmer et puis progressivement en fait à faire un contenu politique, disons-le clairement, ou en tout cas je disais très clairement mes convictions et mes analyses sur ce qui se passe dans notre société. Alors effectivement, vous faites un contenu politisé avec une revue d'actu qui s'appelait Le Rendez-vous. Ouais. Pourquoi, quelles sont vos aspirations? Pourquoi avoir voulu lancer ce format? Bah, comme je vous le disais, à l'instant, c'était pour, vraiment, informer les gens d'une autre manière sur des faits divers, on va dire, ou moi j'appellerais ça plutôt des faits de société, qui se passaient dans notre pays et qui n'étaient pas relatés sur TikTok. Il y a évidemment sur YouTube, sur Twitter, des médias qui existent déjà et qui le faisaient, mais c'est vrai que sur TikTok, il manquait réellement cette part de l'information et il y avait énormément de contenu politisé, mais uniquement politisé à gauche. Voilà, je ne veux pas citer des noms de comptes, mais il y en avait vraiment beaucoup. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir un format voilà court où les gens pourraient justement être au courant de ce qui se passe. Et la preuve, il y avait une demande, en tout cas une recherche de cela, puisque ça a très vite fonctionné sur TikTok. Est-ce que vous estimez qu'à la télévision, vos idées ne sont pas représentées? Il y a 3-4 ans, je vous aurais dit non. J'aurais estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de représentation dans les médias de notre courant de pensée. C'est en train de changer. Il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de chaînes, d'émissions qui parlent de ces sujets-là, que ce soit CNews ou même sur TPMP. Je veux dire, on observe quand même qu'il y a une droitisation ou en tout cas un changement de paradigme dans les médias qui sont obligés en fait de parler de la réalité parce que à partir du moment, et c'est d'ailleurs le point positif des réseaux sociaux finalement, c'est que les réseaux sociaux ont imposé aux médias de parler de choses qui n'auraient pas parlé s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux parce qu'il y a eu des personnalités qui ont mis en avant ces faits divers et ces faits de société sur les réseaux et donc les médias sont obligés de s'adapter et donc on voit même des chaînes classiquement mainstream comme on dirait qui aujourd'hui sont forcées, contraintes de parler de ces sujets parce que sinon on les taxerait de mentir en fait, de masquer la réalité. Donc c'est de mieux en mieux, je dirais. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir, qu'est-ce qui a façonné en fait vos convictions politiques? Ah, ça a été un long cheminement, on va dire. Moi, je me suis d'abord intéressé sur les questions de relations internationales, donc rien à voir avec, je dirais, le courant politique que je défends aujourd'hui. Et puis progressivement, je suis passé à l'économie, puis aux questions de sécurité intérieure. Et puis il y a eu des événements évidemment qui se sont passés en France et en Europe qui m'ont profondément marqué, que ce soit les attentats terroristes. Moi, je suis originaire de Nice, donc j'ai vécu l'attentat de la Promenade des Anglais. Puis les attaques au couteau, l'attaque de Notre-Dame également à Nice, et puis en fait, quand on commence à plonger dans cet univers, on va dire médiatique, où du coup on lit les articles, les faits divers, etc. Eh bien, on se rend compte de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui finalement allument la télé 1 heure par jour, regardent quelques informations, mais donc du coup ne savent pas ce qui se passe réellement dans le pays. Il faut vraiment être plongé dans cet univers pour se rendre compte de tout ce qui se passe chaque jour, chaque heure en France et en Europe. Et donc quand j'ai commencé à mettre le pied là-dedans et qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte de ce qui se passait dans le pays, ça a façonné, on va dire, mon opinion politique. C'est-à-dire que j'ai constaté un problème évidemment avec l'immigration le lien entre immigration et insécurité, un problème évidemment d'obscurantisme venant de l'islam, et avec des revendications notamment de personnalités sur les réseaux sociaux, de comptes sur les réseaux sociaux qui font la promotion d'un certain islam politique de plus en plus.
Et puis voilà, tous ces reportages, ces enquêtes qu'on a eues sur l'avancée de cet islam qui est obscurantiste dans notre société, et qui m'inquiète énormément, à la fois pour nos libertés individuelles, parce que mon combat, c'est évidemment la préservation de notre mode de vie, de notre culture, et donc de notre liberté individuelle, parce que c'est notre civilisation qui nous a permis d'avoir cette liberté que nous avons aujourd'hui dans notre société. Et je pense que l'immigration qui amène donc l'islam dans nos pays met en danger profondément cette liberté individuelle. Elle la menace parce qu'elle est aux antipodes de notre conception de la vie en société. Et donc progressivement, en effet, en voyant tout ce qui se passe et la montée de cette tendance politique, eh bien, je me suis engagé. Alors justement, quel est l'objectif de votre contenu? Est-ce que c'est un objectif mercantile ou est-ce que l'objectif c'est quand même d'influencer ou du moins de diffuser vos idées politiques? Oui, je dirais d'influencer, de diffuser des idées qui sont partagées, je pense, aujourd'hui par de plus en plus de Français. Mais il y a quand même une part, alors de plus en plus résiduelle, mais de Français qui sont apolitiques ou alors qui refusent de voir une certaine réalité. Je pense pas forcément aux gens qui sont d'extrême gauche, parce que si vous voulez s'adresser à ce public-là, c'est extrêmement difficile. Ce sont des gens qui sont campés dans leur position, et donc c'est des gens que vous aurez beaucoup de difficultés à convaincre. Mais il y a beaucoup de gens qui sont plutôt au centre, plutôt de droite traditionnelle, on va dire, d'avant, et qui, eux, peuvent être convaincus par ce discours. Et je pense qu'il faut ramener les gens à la réalité et leur montrer ce qui se passe réellement. Et donc c'est pour cela que je le fais. C'est là, je pense, vraiment mon combat, c'est que notre génération se rende compte de ce qui se passe et de l'avenir que nous promet si on continue sur cette lignée politique, c'est-à-dire en fait la guerre civile, la guerre de civilisation et la sécession de toute une partie du territoire français où on ne pourra plus vivre à l'occidental. Et étant donné que les réseaux sociaux, ça touche principalement les jeunes, et que c'est nous qui sommes concernés, c'est notre génération qui sont concernés. Une personne de 60-70 ans, si vous voulez, quelque part, elle s'en fiche. Dans 50 ans, elle sera plus là. Moi, dans 50 ans, je serai là. Et j'ai pas envie de vivre dans un pays non occidental. J'ai pas envie de vivre, de devoir déménager, de devoir quitter mon propre pays parce que je ne peux plus vivre comme je le souhaite. Et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message. Tout simplement de dire, si vous êtes attaché à votre mode de vie et à et des libertés dont vous jouissez actuellement en France et en Europe, bah réveillez-vous, parce que c'est pas en ventant à gauche et c'est pas en faisant preuve d'une certaine lâcheté avec un islam politique ou avec l'immigration que vous allez pouvoir les conserver. Est-ce que ces idées pour vous ont été occultées par la télévision? Tout à l'heure vous me disiez depuis 3 ans, je peux vous dire que oui, il y a de plus en plus de contenu, mais jusque-là? Ah oui, il y a eu très clairement toute une partie de la classe médiatique, et, enfin je dirais même la totalité en fait, hein, qui a occulté ces sujets pendant 40 ans. Je pense que ce qui a fait que les médias ont refusé de parler de ces sujets, c'est principalement la peur de la montée de l'extrémisme, des fantasmes en fait d'une extrême droite qui reviendrait au pouvoir, le bruit des bottes, etc., qui faisait peur à toute une partie de l'élite occidentale et donc française, mais qui en fait n'avait pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend la définition stricto sensu de ce qu'est l'extrême droite, l'extrême droite, c'est quoi? C'est un régime, c'est un parti qui est contre le parlementarisme, qui est contre les libertés individuelles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un parti en France qui remet en cause le Parlement, qui remet en cause les élections, qui remet en cause les libertés individuelles et les droits acquis? Il n'y en a pas. Donc, les médias ont fantasmé sur quelque chose finalement qui n'existait pas, qui ont joué sur les peurs, qui ont divisé la droite. Ça a été la stratégie de Mitterrand dans les années 80, qui a en fait profondément, je pense, nui à notre combat et à nos idées. Et donc, ces élites médiatiques qui vivaient dans une espèce de bulle, finalement, qui ne se rendaient absolument pas compte de ce que leurs idées étaient en train de créer dans la société française, puisque eux étaient dans cette bulle. Voilà. Et donc, ils ne pouvaient pas se rendre compte de ce qui était en train de monter. Et pourquoi ça change aujourd'hui? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais surtout parce que le phénomène prend une telle ampleur que ça commence à les toucher eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a les conséquences de la politique qu'ils ont défendue pendant 40 ans qui est en train de toucher même leur bulle, même leur quartier, même leur lieu de vie qui était jusque-là tranquille, où ils n'étaient pas impactés par ces phénomènes de société qu'ils ont promus pendant des années à la télévision et à la radio. Et donc forcément, quand on est confronté
aux conséquences de sa propre idéologie et de ses propres choix politiques qu'on a défendus bec et ongle sur tous les plateaux télé pendant 40 ans, je pense qu'il y a une remise en question, une profonde crise existentielle que doivent vivre ces gens, et c'est pour ça que on est, je pense, dans un moment de flottement où de plus en plus de médias prennent une tournure idéologique différente. Certains restent évidemment très clairement à gauche, mais en perdant donc en légitimité et en perdant en public, parce que l'écrasante majorité de la population se rend bien compte qu'ils sont en fait déconnectés. Alors justement, pour rester sur ce sujet de transition, non, ça se dit pas transition. Pour rester sur ce sujet de réappropriation de valeurs ou d'idées, on voit que l'extrême droite s'approprie de nouvelles idées qu'elle n'a jamais défendues jusque-là, qu'elle ne défendait pas du moins. Je parle notamment du féminisme ou de l'homosexualité. Est-ce qu'in fine, est-ce que c'est l'extrême droite qui change, ou est-ce que c'est un peu le mouton dans la louverie, je dirais? Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, l'extrême droite, aujourd'hui en 2024, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus de parti d'extrême droite. Donc, est-ce que le Rassemblement national, si c'est de ça que vous voulez parler, a évolué sur ces questions? La réponse est oui. Je pense que aujourd'hui, quand on est une femme ou quand on est homosexuel, on a tout intérêt en effet à voter à droite si on veut pouvoir continuer à vivre normalement. Parce que la majorité des femmes et la majorité des homosexuels se sont bien rendus compte qu'aujourd'hui, les personnes qui mettent leur vie en danger, qui remettent en cause leur mode de vie ou leur liberté, ce n'est pas Michel dans la Creuse, qui vote Rassemblement national depuis les années 80. Vous voyez, quand une femme rentre chez elle le soir, elle n'a pas peur de croiser Bertrand et Nadine. Les homosexuels aujourd'hui en France n'ont pas peur de se faire tabasser quand ils vont dans un bar où on vote Rassemblement national depuis 30 ans. Aujourd'hui, ce qui menace la liberté des femmes, ce qui menace la liberté sexuelle en Occident, c'est un courant qui est principalement dû à l'islam politique, et donc à une certaine immigration ils font partie d'une autre civilisation, n'ont pas la même conception que nous de la liberté individuelle et de la liberté des femmes et de l'égalité homme-femme et de tout ce qui s'ensuit. Je ne peux pas leur reprocher, c'est leur culture, c'est leur civilisation, mais simplement il faut bien se rendre compte qu'en important en masse ce genre de gens sur notre continent, on met donc en danger, en péril, ces acquis qu'on a eus ces dernières années sur les libertés individuelles publiques. C'est-à-dire que dans leur pays, ils aient cette mentalité, ces mœurs, ces coutumes, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Si on avait accueilli un petit pourcentage de ces populations, on aurait pu parfaitement les assimiler. C'est ce qui s'est passé dans les années 70, 80, où il y avait encore une petite portion de l'immigration qui était totalement assimilable. Mais aujourd'hui, vu la quantité... Pardon. Non, t'inquiète, vu la quantité. Vu la quantité gigantesque de migrants qu'on a accueillis, notamment depuis 2015, il ne faut pas s'étonner que ces populations ne soient plus assimilables et que donc elles créent en fait un environnement où on ne vit plus à l'occidental et où donc cette liberté, cette égalité homme-femme, cette liberté sexuelle n'est plus présente, n'est plus acquise, elle est remise en cause. Et donc oui, aujourd'hui, les homosexuels et les femmes sont plus enclins à voter pour l'extrême droite, entre guillemets, parce qu'ils se rendent compte que c'est le seul parti qui les défend, finalement. Est-ce qu'il y a un autre parti aujourd'hui qui dit que c'est justement cette immigration et cet islam politique qui met en danger les femmes, qui met en danger les homosexuels? Je n'entends même pas le centre le dire. Donc, si on est menacé dans notre intégrité physique et dans notre mode de vie, la seule façon de combattre et de les préserver, c'est de voter à l'extrême droite, entre guillemets. Et donc, je pense tout simplement que le Rassemblement national et les autres partis de droite se sont adaptés à cette réalité et qu'ils ne sont plus dans leur schéma politique d'avant. C'est-à-dire que maintenant, ils sont dans une défense avant tout civilisationnelle. Et que le Rassemblement national, Reconquête, peu importe les partis politiques de droite qui défendent ces valeurs-là, ont bien compris que ce qui comptait avant tout, la priorité, c'était la défense civilisationnelle et l'égalité homme-femme, la liberté des femmes et la liberté sexuelle sont des principes qui font partie de notre civilisation. Et donc, ils les défendent. Mais est-ce que c'est bien prudent de s'allier à son ennemi pour combattre un nouvel ennemi? J'entends, tout à l'heure, vous parliez de Jean-Michel qui serait électeur depuis les années 80. Je peux vous citer Benoît, qui est militant d'ultra-droite depuis tout jeune et qui est profondément homophobe. Alors, peut-être qu'en effet, il peut avoir Benoît qui est militant d'ultra-droite et profondément homophobe. D'abord, je pense que c'est une minorité. Je pense que la majorité des gens qui votent aujourd'hui Rassemblement national ou à droite ne sont ni homophobes, ni misogynes. C'est surtout dans la nouvelle génération.
Après, dans l'ancienne génération, dans la vieille génération, on va dire, qui vote RN, il peut avoir des gens qui sont en effet profondément homophobes ou profondément misogynes. Mais je suis convaincu, vous voyez, que même le pire des homophobes du Rassemblement national des années 80, si demain je le croise dans la rue, ne va pas vouloir me pendre sur la place publique ou me jeter du 6e étage. Vous voyez, il ne voudra pas lapider une femme sur la place publique parce qu'elle a trompé son mari. Voilà. Ce que, par contre, défend un certain islam politique. Donc, je fais une distinction entre l'homophobie qu'il peut y avoir, en effet, dans certaines personnes de vieille génération d'ultra-droite en France, et l'homophobie qu'il y a dans l'islam ou dans d'autres courants civilisationnels, qui, elle, est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle met en danger la vie directement, l'intégrité physique des personnes, des femmes et des homosexuels, ce qui n'est pas le cas du militant Rassemblement national des années 80. Après, je pense encore une fois que c'est résiduel aujourd'hui. Je pense que la majorité, je veux dire, la liberté des femmes et la liberté sexuelle est une notion qui a été globalement acquise en Occident. 85%, 90% de la population d'origine occidentale n'a plus aucun problème avec ces sujets-là. Ça reste donc une minorité. Il faut la dénoncer, mais pour moi, ce n'est pas une menace existentielle et donc je ne considère pas ces gens-là, en tout cas, comme des ennemis pour ma civilisation, puisqu'ils sont minoritaires et qu'ils sont voués probablement à disparaître. Vous croyez à un islam de France ? Pas du tout. Je pense que l'islam dans sa conception philosophique est profondément incompatible, non pas avec la France, mais avec l'Occident, avec les valeurs occidentales. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être musulman en Occident. C'est-à-dire qu'un musulman peut être parfaitement assimilé à la civilisation occidentale, faire de l'occidentalisme sa culture, en gros, et devenir un occidental comme les autres tout en pratiquant sa religion dans le privé. Mais à partir du moment où l'islam s'implante dans la société, donc c'est-à-dire qu'elle n'est plus simplement dans la vie privée, mais devient donc une notion politique, là, elle ne peut pas être compatible avec l'Occident. Parce que l'Occident, c'est la liberté individuelle, c'est certaines libertés publiques, c'est une conception de la femme, une conception de la sexualité, une conception du rapport entre les individus dans la société. Et donc, l'islam est aux antipodes de cela. Donc, on peut pratiquer sa religion dans le privé, oui. On peut être musulman, oui, mais à condition qu'on soit occidentalisé. Et sinon, non, il n'y a pas d'islam, entre guillemets, de France. C'est quoi l'Occident ? Est-ce que pour vous, l'Algérie est l'Occident ? Non. Est-ce que pour vous, la Hongrie est l'Occident ? Est-ce que la Pologne est l'Occident ? Oui. Oui. Toutes ces mêmes valeurs que vous venez de me dire ne sont pas forcément respectées dans ce Non, pays-là. mais il y a plusieurs Occidents. En effet, il y a une branche plutôt slave de l'Occident qui peut être différente de l'Occident de l'Ouest, entre guillemets, plutôt anglo-saxonne ou latine, par exemple. Il y a l'Occident, l'Argentine, par exemple, les pays d'Amérique du Sud sont l'Occident. C'est habité à 80%, 90% par des descendants d'Européens, c'est l'Occident. Mais c'est un Occident différent du Texas ou de certains États des États-Unis ou de la Hongrie. Il y a plusieurs branches dans l'Occident, mais il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est un patrimoine commun, une histoire commune, des valeurs communes, une religion commune, et qui fait que finalement on se retrouve dans certaines perceptions du monde. Voilà, moi si demain il se passe quelque chose, voilà, en Amérique du Sud, en Hongrie, en Italie, en Belgique, je me sens concerné en tant qu'occidental. Parce que voilà, nous avons partagé quelque chose finalement, 2000 ans d'histoire. C'était le général de Gaulle qui disait la France est un peuple de tradition chrétienne et de culture gréco-romaine. On peut appliquer ça à l'Occident tout entier. L'Occident est un peuple de culture gréco-romaine, germanique, et donc voilà, nous partageons cela et il faut s'en rendre compte parce que ceux qui nient finalement la notion de civilisation occidentale mettent profondément en danger cette civilisation car nous avons aujourd'hui des dangers extérieurs qui pèsent sur nous, pas simplement de la civilisation islamique, mais également la Chine, l'Inde. Je veux dire, il y a des puissances aujourd'hui qui veulent rivaliser avec l'Occident profondément et qui remettent en cause ce modèle occidental. Et donc si on ne se rend pas compte qu'en effet on doit d'abord se serrer les coudes entre occidentaux et défendre cette vision du monde que nous avons, on périra dans le temps. Surtout que la démographie fait l'histoire et que, on le sait, la démographie des peuples occidentaux est mise à mal. Est-ce qu'in fine, aujourd'hui, la valeur principale de l'Occident, ce ne serait pas tout simplement le capitalisme ? Je prends pour exemple Dubaï. Dubaï, qui est quand même un pays du Golfe, un pays arabe, qui est censé être, du moins en théorie, est un pays musulman conservateur, et qui au final épouse parfaitement presque tous les codes occidentaux, si je puis dire. C'est vrai. Alors il y a cet exemple des Émirats, il y a aussi l'exemple du Japon et de la Corée du Sud, qui sont des pays qu'on pourrait dire aujourd'hui occidentalisés par le capitalisme. Mais je pense que c'est pas
spécifiquement le modèle économique. C'est l'influence américaine, l'influence occidentale qui vient avec ce capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, en effet, amène une espèce d'influence, de culture occidentale, que ce soit par les films, par les marques, par les produits, qui finalement va progressivement, au fur et à mesure des générations, et c'est ce qu'on a vu au Japon, occidentaliser, entre guillemets, les populations, ou en tout cas, voilà, les faire en sorte qu'elles soient plus proches de nous, on va dire. Après, je pense qu'elles gardent leur singularité. Le Japon, par exemple, est un peuple qui est occidentalisé d'un point de vue de la consommation, mais par contre, qui garde ses spécificités, ses coutumes locales. Le Japon a cette particularité de savoir conserver son identité tout en acceptant les influences extérieures. Donc c'est un pays qui est extrêmement proche de nous aujourd'hui sur tout un tas de sujets, mais qui finalement garde vraiment son identité propre. Et je pense que les Émirats, alors à part Dubaï, qui est peut-être une exception, mais sinon le reste, les Émirats ne se limitent pas à Dubaï. Et quand on va dans le reste des territoires émiratis, je pense qu'ils conservent quand même une part d'identité, tout comme les Occidentaux conservent une part d'identité traditionnelle en dehors du capitalisme, même si bien sûr le modèle capitaliste, libéral est un modèle très occidental, bien sûr. Vous êtes pour une Union européenne ? Je suis pour une Union européenne, je suis pour que l'Europe soit unie, on va dire, sur tout un tas de combats. L'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, la réponse est non. Parce que finalement l'Union européenne, dans sa conception aujourd'hui institutionnelle, est le principal ennemi des peuples européens et donc de l'Occident. C'est-à-dire que les institutions européennes telles qu'elles sont fabriquées aujourd'hui sont la principale source de destruction de l'identité occidentale européenne, de l'identité de la souveraineté de nos pays. Donc, très clairement, l'Union européenne telle qu'elle est conçue aujourd'hui, non. En revanche, je pense qu'il serait extrêmement grave de totalement sortir d'un partenariat entre pays européens. Parce qu'il y a des questions, pas simplement sur la question économique, mais également sur la question migratoire, sécuritaire, sur des questions aussi de développement technologique, où nous devons rester en européen. On doit agir en européen. Comment voulez-vous avoir une politique migratoire seule, alors que nous avons des frontières avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, Monaco? C'est impossible. Donc, en revanche, il y a un continent européen qui, lui, est beaucoup plus facile à protéger de ces risques extérieurs. Et donc, sur ces questions-là, on doit rester en européen. Je pense aussi que sur la défense internationale, étant donné que nous allons avoir affaire probablement à des ennemis qui sont quand même colossaux, notamment la Chine, l'idée d'une défense, d'une force européenne qui pourrait se déployer est une bonne chose. Pour en revenir à un autre sujet, puisqu'on s'en éloigne, oui. Même si c'est très passionnant, vous êtes aujourd'hui chroniqueur sur TVL et également sur Géopolitique Profonde TV. Est-ce qu'in fine, ce TikTok n'a pas été un tremplin pour vous pour accéder à ces postes que peut-être que vous convoitiez? Je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, ça a été un tremplin. Ça a été un tremplin. C'est-à-dire que j'ai commencé avec TikTok, ça a bien marché. Je suis passé sur Instagram, puis sur Twitter. Puis ça a bien marché aussi. Et puis, de fil en aiguille, on m'a contacté. Donc, la première fois, c'était pour faire Géopolitique Profonde. Puis on m'a demandé de revenir. Puis on m'a mis en contact avec TVL pour faire Bistro Liberté. Puis avec Radio Courtoisie, où je suis également chroniqueur chaque semaine maintenant. Donc c'est vrai que TikTok, aujourd'hui, de toute façon, les réseaux sociaux, globalement, sont un tremplin quand on est dans ce milieu-là, on va dire médiatico-politique, et que on fait du contenu qui marche très rapidement. On peut être médiatisé, on peut finalement gravir les échelons. Et oui, c'était quelque chose que je voulais. Voilà, moi j'aime beaucoup les plateaux télé. C'est quelque chose, c'est un environnement dans lequel je me sens très à l'aise, on va dire. Et donc c'était un souhait. Alors j'y ai pas pensé tout de suite quand je me suis lancé sur TikTok, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand je me suis politisé, j'ai commencé à faire des vidéos où je me filmais, etc. J'avais cette envie d'aller à la radio, d'aller sur les plateaux télé, de pouvoir un petit peu faire d'autres choses et pouvoir évoluer finalement et avoir différentes sources de travail et merde, pardon, tu couperas. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces différents influenceurs ou créateurs de contenu de droite ont permis, ou du moins ont facilité, l'accession au pouvoir du Rassemblement national, notamment d'abord par cette victoire aux élections européennes, et visiblement une future victoire aux législatives?
Je pense que ça y a contribué, mais c'est pas uniquement ça. Il y a aujourd'hui des phénomènes de société, je le disais tout à l'heure, qui en fait sautent au visage des gens, qui jusqu'à présent n'étaient pas convaincus de voter pour la droite ou le Rassemblement national, et qui, se prenant finalement la réalité en plein visage, est contraint quelque part, ou en tout cas revient les pieds sur terre, j'ai envie de dire, et donc va voter pour le Rassemblement national ou pour la droite nationale. Après, bien sûr que ces courants d'influenceurs, je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux ont obligé les médias à parler de certaines choses, et finalement les réseaux sociaux sont aujourd'hui une sphère d'influence politique qui permet vraiment, je pense, de politiser toute une partie de la nouvelle génération qui ne le serait pas sans ça. Donc bien sûr que ça a dû jouer. Ça a dû jouer, mais c'est une part infime, je pense, comparé aux problèmes de société et aux problèmes d'insécurité et de vie quotidienne qui, à 80%, je pense, a dû faire le vote. Jean-Yves Marquis, merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Pour finir, j'aimerais bien vous poser un petit challenge, un petit défi. Est-ce que vous pourriez me donner 2 qualités que vous voyez en la gauche et l'extrême gauche, comme vous dites, et un seul défaut? Et un seul défaut. Ok. 2 qualités. Je pense que sur la gauche d'aujourd'hui ou sur la gauche? Sur la gauche d'aujourd'hui. Sur la gauche d'aujourd'hui. Sinon, c'est trop facile. Ah ouais, oui, parce que la gauche d'avant, je vous aurais dit... Vous l'aimez beaucoup, j'imagine. Oui. Sur la gauche d'avant, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait apprécier et qu'on pouvait... Donc, sur la gauche d'aujourd'hui... Alors, en qualité, je dirais persévérant dans leur combat idéologique, et en deuxième qualité, excellent communicant, en bonne stratégie marketing. Et en défaut, je dirais tout simplement traître à la civilisation. Merci encore, Jean-Yves Marquis. Merci beaucoup. Très bonne soirée.